Bienvenue dans Transition Protocol. Nous sommes samedi 25 juillet. Ce n'est pas un jour où nous nous retrouvons habituellement, mais tout le monde sait ce qui se passe dans le monde. Et ce qui se passe dans le monde, c'est beaucoup d'activités militaires potentielles qui pourraient déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient, tout le théâtre ouest-asiatique, où les États-Unis et l'Iran sont engagés dans un affrontement depuis longtemps, et où le protocole d'accord a été presque entièrement détruit par les actions des États-Unis. Je suis avec mes chers collègues, Pepe Escobar et Larry Johnson, pour en discuter et vous fournir les informations les plus récentes que nous avons recueillies, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Si vous appréciez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cliquez aussi sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez recevoir ces briefings de sécurité chaque semaine dans votre boîte mail, rendez-vous sur Substack et devenez membre payant pour une modeste somme de $5 par mois. Sur ce, Pepe, je vous en prie. With that, Pepe, please go ahead. Okay, thank you. Thank you, Mr. Z. Thank you, Larry. D'accord, merci. Merci, Monsieur Z. Merci, Larry. Je vais faire une brève introduction, puis je passerai la parole à Larry. Larry pourra nous expliquer la situation américaine à la veille d'une possible guerre totale. Mais d'abord, je vais commencer par la diplomatie, version Eurasie. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vu que pour la toute première fois, le président Trump a prononcé, dans cet ordre, les mots « axe eurasien ». Trump n'avait jamais mentionné en public le mot ou le concept d'Eurasie. C'était la première fois. Et « axe eurasien », c'est donc ce qui vient après l'axe du mal de 2002. Vous vous souvenez tous, à l'époque, c'était l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. L'axe eurasien, tel que Trump le présente, c'est l'Iran, la Chine, la Russie et la Corée du Nord, même s'il ne l'a pas formulé explicitement. Qui lui a mis ça dans son cerveau, à l'attention de 5 secondes. Bon, Larry peut nous donner ses infos de délit d'initié sur ce qui se passe dans la tête de Trump. Mais moi, je parierais sur Elbridge Colby, le gars qui a réellement rédigé la stratégie de sécurité nationale. Parce que c'est une façon de mettre toutes les menaces existentielles contre les États-Unis dans un cadre façon axe du mal de 2002. C'est absolument fascinant. J'envisage d'écrire une très longue chronique sur l'Eurasie, sur les axes, sur l'axe du mal et sur ce que les Américains ne comprennent toujours pas de cet axe eurasien. C'est en gros mon domaine de travail depuis au moins 20 ans. Alexander Dugin a écrit Non, il n'a pas écrit. Il a donné une interview très détaillée que j'ai lue sur Substack où il essaie d'expliquer ce que serait un nouvel axe eurasien. Et en substance, ce serait le cadre des BRICS utilisé comme une arme. C'est pas ce qu'il est, ni ce qu'il sera. D'abord parce que les BRICS sont essentiellement une plateforme géoéconomique. Et quand vous allez au sommet des BRICS, quand vous parlez par exemple au principal Sherpa russe des BRICS, Larry et moi avons eu l'occasion de le rencontrer à Moscou, Ryabkov, il ne parlerait jamais des BRICS comme d'une alliance militaire. Ce n'est pas non plus ainsi que les Chinois ou les Russes les perçoivent. L'idée de Dugin, c'est qu'il devrait devenir une alliance militarisée. Cela n'arrivera pas. Il faudra un autre mécanisme. Mais le cadre conceptuel le plus important dans cet axe eurasiatique, c'est que cet axe existe réellement au niveau géopolitique. Et disons, la manière dont cela se décline s'exprime à travers les relations stratégiques entre ces 4 acteurs. Ils ont tous des partenariats stratégiques et ils sont interdépendants. Le meilleur exemple de cette imbrication s'est produit cette semaine, lors du sommet des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai, au Kirghizistan. C'était absolument fascinant à observer de l'extérieur. Encore une fois, je suis l'OCS depuis le début. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous dans notre audience ne le savent peut-être pas. L'OCS est née 3 mois avant le 11 septembre. Elle est née en juin 2001.
À l'époque, il y avait la Russie, la Chine et 3 pays d'Asie centrale en STAN. Cela s'appelait le groupe de Shanghai des 5. Central Asian stance. It was called the Shanghai Five. And at the time they were À l'époque, c'était une organisation de lutte contre le terrorisme et le séparatisme. Aujourd'hui, l'OCS, en 2026, comme on a pu le voir encore cette semaine lors des réunions au Kirghizistan, est une organisation géopolitique et géoéconomique, bien davantage qu'une organisation antiterroriste. Pour donner une idée de l'importance de cette réunion au Kirghizistan cette semaine, Araghchi était là, Sergei Lavrov était là, Wang Yi était là, et Ishaq Dar, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, était là. Non seulement ils étaient tous autour de la même table à discuter de l'indivisibilité de la sécurité dans l'espace eurasiatique, un concept qui, pour l'administration Trump, doit sembler venir de Mars ou de Vénus. Mais il y a aussi eu des réunions bilatérales. Donc, nous avons par exemple des entretiens bilatéraux entre Araghchi et Lavrov, ainsi qu'entre Araghchi et Wang Yi, sans parler bien sûr d'une nouvelle rencontre entre Araghchi et Ishaq Dar. Mais eux sont en contact pratiquement tous les jours. Ils ont donc discuté non seulement de cette intégration de l'Eurasie sur les plans géopolitiques et géoéconomiques, mais pas comme une alliance militaire. L'organisation de coopération de Shanghai, dans l'esprit des Russes et des Chinois, c'est toujours ça. Non. Si nous faisons quelque chose qui pourrait être interprété comme une OTAN asiatique, ce serait provoquer les Américains de manière stupide. Non. Nous sommes bien plus sophistiqués que ça. Nous nous organisons et nos canaux de communication officieux sont bien plus importants. Et quand nous nous réunissons, comme lors de ces réunions de ministres des Affaires étrangères avant le sommet de l'OCS, qui aura lieu dans 1 ou 2 mois, c'est pour discuter de l'organisation dans son ensemble et surtout de nos relations bilatérales. D'autant plus qu'en tant que membres de l'OCS, nous avons des membres très problématiques, comme l'Inde. L'Inde était aussi au Kirghizistan, mais elle faisait presque figure d'à côté par rapport à ses 4 membres à part entière. La Corée du Nord n'était pas là, mais peu importe, parce que la Corée du Nord, la Russie et la Chine se parlent aussi de manière très étroite. Ce sont des partenaires stratégiques. Et il y a un point en particulier que Larry vient de m'envoyer il y a quelques minutes, ce que Wang Yi a dit sur le rôle de la Chine concernant ce qui se passe en Asie occidentale. C'est la manière chinoise d'être impliquée dans le détail, dans tout ce qui compte, concernant l'alignement Chine-Pakistan-Iran, pour tenter de trouver une solution sans que l'Empire ne parte complètement en vrille. Il y a donc un alignement en matière de médiation. Téhéran, Islamabad, Pékin. Et bien sûr, en même temps, les Chinois donnent des instructions aux Pakistanais. D'accord, vous devriez, vous savez, avancer par ici, passer par là, manœuvrer de cette façon. C'est vraiment l'Odyssée, naviguer entre Scylla et Charybde. Totalement. J'ai regardé l'Odyssée aujourd'hui et ça me reste en tête sous tellement d'aspects. Wang Yi a donc déclaré que la Chine continuerait d'agir conformément à sa proposition en 4 points pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient. En gros, cela veut dire revenir à la table des négociations et respecter le protocole d'accord. Car l'un des acteurs majeurs en coulisses de ce protocole d'accord, c'était la Chine. La Chine coordonnait en permanence avec le Pakistan la médiation avec les Iraniens et entre eux et les Américains. Ils soutiennent donc, et là c'est Wang Yi qui parle, les efforts de médiation du Pakistan et d'autres parties. Alors, quand Wang Yi dit cela officiellement, c'est très très important. La méthode chinoise, très subtile, sophistiquée, mais qui laisse son empreinte. Donc, faciliter la reprise rapide du dialogue et des négociations. Autrement dit, la Chine dit aux Américains, indirectement, au sein de l'OCS,
retournez à la table des négociations et respectez les engagements que vous avez pris. Respectez le protocole d'accord que vous avez signé. Réglez correctement les questions liées au détroit d'Ormuz. C'est dans le protocole d'accord, comme nous le savons tous. C'est l'un des points essentiels. Et améliorez les relations entre les pays voisins. C'est donc un message chinois à tous les pays du CCG, parce que la Chine entretient de très bonnes relations avec tous les membres du CCG. Et la Chine ne fait pas de distinction. Elle a des relations avec tout le monde au sein du CCG. Et elle importe de l'énergie de nombreux membres du CCG, notamment du pétrole saoudien. Especially oil from Saudi Arabia. Advanced collective security among Une sécurité collective avancée entre les États du Golfe. C'est une manière chinoise de dire « Écoutez, peut-être devriez-vous reconsidérer votre parapluie protecteur. » Et notre ami ici, avec lequel nous avons un partenariat stratégique et qui est membre de l'initiative des nouvelles routes de la soie, le Pakistan, peut vous fournir ce dont vous avez besoin. Alors, prenez cela comme une introduction sur le front diplomatique qui compte à travers l'Eurasie, l'OCS. Ils se sont réunis cette semaine au Kirghizistan. Les principaux ministres des Affaires étrangères étaient là, ils se parlaient et ils ont tous convergé. C'est le point le plus important. Maintenant, Larry nous présente le scénario de l'autoroute vers l'enfer. gives us the highway to hell scenario now. Yeah. So, a lot of mixed Oui. signals coming out of the United Beaucoup de signaux contradictoires viennent des États-Unis. Si l'on se fondait uniquement sur la rhétorique de Donald Trump, pas au cours des dernières 24 heures, mais avant cela, des bombardements massifs et en cours auraient lieu en ce moment même en Iran. Ce n'est pas le cas. Des informations faisaient état de plusieurs P-8 Poseidon. Ce sont des appareils qui mènent notamment des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. S'ils volent dans cette zone, c'est parce que l'Iran a détruit tous les radars au sol qui se trouvaient au Qatar, sur la base aérienne d'Al-Udeid, au Koweït, sur les différentes bases de l'armée américaine, et à Bahreïn, au quartier général de la 5e flotte. Tous ces radars ont disparu. in Bahrain at the 5th Fleet headquarters. All those radars are gone. So the United States is effectively blind. The only way to Les États-Unis sont donc de fait aveugles. put up these aircraft like La seule façon de compenser cela, c'est de déployer des avions comme les P-8. Vous avez donc vu cette activité. Nous avons aussi vu beaucoup d'activités avec les C-17 qui transportent du fret, mais qui servent aussi à transporter du personnel médical, vous savez, des personnes, des blessés. Ils auraient donc très bien pu évacuer des blessés de différents endroits, du Koweït, de Jordanie. Voilà pour un aspect. De l'autre côté, je suis en contact avec, et je ne vais pas entrer dans les détails concernant mes sources, mais disons les choses ainsi. Il y aurait des activités au quartier général du commandement central, à la base aérienne de MacDill, qui se trouve à environ 30 minutes de route d'ici, de l'endroit où je suis. Et puis il y a les activités de ce qu'ils appellent le commandement central de l'armée de l'air, l'AFCENT. Alors le commandement central chapeaute l'ensemble, et il a une branche aérienne, l'AFCENT, qui était auparavant basée sur la base aérienne d'Al-Udeid et qui opérait depuis ce qu'on appelle le Centre combiné des opérations aériennes. Dans le jargon militaire, ils appellent ça le CAOC. Eh bien, le CAOC n'est plus à Al-Udeid parce qu'il se faisait bombarder à tout va. Il ne pouvait pas garder les gens en vie ni en sécurité. Les États-Unis ont donc maintenant retiré le quartier général de commandement du commandement central de l'armée de l'air et il est désormais basé sur la base aérienne de Shaw en Caroline du Sud. Maintenant, si les États-Unis se préparent, je parle d'aujourd'hui, à intensifier leurs opérations aériennes massives, il devrait y avoir énormément de communication et de coordination entre le quartier général du Central Command à la base aérienne de MacDill et le CAOC à la base aérienne de Shaw. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se produit pas du tout. Pas du tout. J'avais donc pensé hier qu'ils auraient lancé l'attaque au vu de certains signes, parce que toutes les ambassades fermaient. Elles disaient « foutez le camp d'ici ».
Les Israéliens se retranchaient, ils fermaient tout à double tour. Israelis were hunkering, battening down the hatches. But then I forgot, and I failed to take. Mais j'ai oublié, et je n'ai pas pris ça en compte, reprochez-moi d'être un mauvais analyste, que Trump prenait la parole au dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. Eh bien, il n'allait pas saboter son message en lançant un bombardement massif qui aurait pu entraîner des pertes américaines. Donc ça a été reporté. Mais l'autre chose qu'on a observée ces 36 dernières heures, c'est que la monnaie américaine est en difficulté du point de vue du marché obligataire. Le marché pétrolier est devenu fou. Il y a maintenant des interventions extérieures pour tenter de faire baisser les prix. Mais la réalité de fond, c'est qu'il y a une pénurie mondiale de diesel et de carburant aviation et qu'il n'existe aucune solution rapide à cela. Et ça affecte aussi le marché boursier. Donc, une combinaison de ces éléments pèse peut-être en réalité sur Trump, parce qu'il comprend qu'ils ne peuvent pas lui garantir que si nous lançons ces frappes, cela va anéantir l'Iran, lui donner le contrôle total du détroit d'Ormuz et que l'Iran va se rendre. Et le général Kine, je pense que c'est tout à son honneur, renforce ce que leur dit Brad Cooper, l'amiral au CENTCOM. Et, vous savez, ils ne veulent pas s'opposer à lui trop ouvertement. Mais ils essayent simplement de lui dire que ce qu'ils pensent pouvoir se produire ne se passera peut-être pas exactement ainsi. L'autre facteur que nous devons examiner, c'est la Chine, car elle est vraiment prise dans un dilemme. Mais je pense que sur la base de ce que vous venez de présenter, Pepe, on voit qu'ils penchent du côté de l'Iran. Or, voici leur dilemme. D'un côté, parce qu'une grande partie de leur économie repose sur la vente de biens aux pays du Sud global, ils reconnaissent que la fermeture du détroit d'Ormuz est une catastrophe pour le Sud global. Ce n'est pas seulement une catastrophe pour les États-Unis et l'Europe. Ils veulent donc le rouvrir le plus vite possible. À cet égard, il ne fait aucun doute que l'Iran est tout à fait disposé à coopérer avec la Chine. Tout navire qui s'enregistre et dit « Nous allons vers des pays du Sud global et nous sommes aux côtés de la Chine », l'Iran le laissera passer. Ce ne sera pas un problème. Mais le problème, c'est le blocus des États-Unis, les attaques américaines. Et par conséquent, la Chine veut rouvrir le détroit d'Ormuz, mais elle ne veut pas trahir la sécurité de l'Iran. Ensuite, il y a le pacte de défense de la Chine, ou plutôt le pacte de défense du Pakistan avec les Saoudiens. Et il est soutenu par la Chine. Mais les Saoudiens, pour une raison ou une autre, et peut-être que ce n'étaient pas les Saoudiens, peut-être que c'étaient les Israéliens, je n'en suis pas sûr. Cette attaque qui a eu lieu il y a plus d'une semaine à Sanaa, contre l'aéroport, où se trouvait la délégation qui avait assisté aux cérémonies funéraires d'Ali Khamenei. Ils ont été attaqués à leur retour. Le Yémen, Ansar Allah, a répondu. Ils ont attaqué quelques aérodromes en Arabie Saoudite. On avait l'impression que les Saoudiens allaient laisser retomber l'affaire. Puis les Houthis ont annoncé qu'ils allaient bloquer les expéditions de pétrole saoudiens passant par le détroit de Bab el-Mandeb, qui, je crois, signifie la porte des lamentations. Porte des lamentations, oui. Oui, quel nom poétique. J'adore ce nom. Fantastique, fantastique. Donc ils ont fait ça. Et puis hier, les Saoudiens ont décidé de frapper Hodeïda, le port. Alors les Saoudiens disent, mais nous n'avons endommagé aucune infrastructure portuaire, on a juste fait exploser quelques trucs périphériques. Eh bien, je vais le dire en termes techniques, les Houthis n'en avaient rien à foutre de leur explication, d'accord? Les Houthis ont dit, vous voulez jouer? Alors jouons. Et ils ont frappé Jizan. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Peut-être la raffinerie de pétrole la plus moderne du monde. Mais elle est juste là. C'est Saudi Aramco. Et les Houthis l'ont complètement ravagée.
And it's estimated it's going to be at least 4 months. Et on estime qu'il faudra au moins 4 mois avant que cette installation soit de nouveau opérationnelle. Et c'est une énorme quantité de carburant qui n'est ni produite ni raffinée. Au début, certains rapports indiquaient que les Houthis avaient aussi ciblé Yanbu, où se trouvent les 2 principaux terminaux pétroliers, au nord et au sud. Mais il semble qu'il ne l'ait pas fait. Je pense que les Houthis se retiennent en disant « D'accord, on vous a frappé. Vous voulez continuer? Parce que si vous voulez continuer, le prochain à tomber, ce sera Yanbu. Et si Yanbu tombe, alors l'Arabie Saoudite aura de très très gros problèmes. Donc, pour l'instant, on observe la situation. Je ne vois pas encore beaucoup de réactions de la part des Saoudiens. Et certainement, je n'ai vu aucune déclaration, mais je n'ai peut-être pas consulté les bonnes sources. En tout cas, je ne vois aucune provocation verbale venant de Riyad ou de Jeddah. Du moins, pas encore. Larry, vous avez raison, oui. Donc, du point de vue de la Chine, cela veut peut-être dire qu'elle travaille en coulisses pour essayer d'amener tout le monde à se calmer, à retourner dans son coin. Parce que la seule issue pour l'Arabie Saoudite, si elle veut rester intacte et ne pas subir de dommages, c'est une voie diplomatique et des négociations avec les Houthis. Il n'y a pas de solution militaire pour elle. Ce qui, ironiquement, est exactement la même position dans laquelle se trouvent les États-Unis vis-à-vis de l'Iran. Monsieur Z, vous voulez ajouter quelque chose, notamment sur le fait de savoir si les Pakistanais ont de nouveau dit aux Saoudiens « restez en retrait ». Et ce n'est que dans leur intérêt de le faire. D'après tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai étudié, et à plusieurs reprises, vu l'urgence de ce qui se passe, le Pakistan assure une médiation avec l'aval de la Chine et en réalité sous sa direction. C'est un point que vous avez soulevé, mais je veux le souligner. Le Pakistan est en première ligne, mais derrière, c'est bien la main de la Chine. Le Pakistan ne fera rien, je veux dire, absolument rien, zéro, sans l'aval de la Chine, sans les directives de la Chine et sans le soutien de la Chine. Donc, au regard de ce qui se passe en Arabie Saoudite et au Sarawak, on m'informe que le Pakistan fait tout ce qui est en son pouvoir, y compris en disant aux Saoudiens « Nous n'allons pas aller nous battre à votre place contre Ansar Allah ». C'est donc un grand pas pour le Pakistan. Maintenant, j'aimerais ajouter 1 ou 2 points à tout ce que vous avez dit, que je soutiens totalement et auxquels j'adhère entièrement. L'ambiance à Téhéran, d'après ce que j'ai entendu, a radicalement changé ces derniers jours. Et tout ce qui est perçu par les observateurs extérieurs, les médias traditionnels et de nombreux médias indépendants relève, d'après tout ce que j'ai entendu, d'une diplomatie de façade. Du performatif, sans véritable contenu derrière. Et le plus important, c'est que la Chine avance cette proposition en ce moment même. Ce qui ressort clairement des personnes à qui j'ai parlé, c'est que la Chine veut que les États-Unis, enfin évidemment, on ne parle que de Trump et de son esprit dérangé, comprennent qu'il n'y a pas de solution militaire à cela. Il n'y a pas de solution militaire, et ils doivent revenir au protocole d'accord, pas le renégocier. C'est donc un changement majeur, conséquence de ce que M. Trump a fait, agir comme Napoléon et continuer à bombarder. Et le résultat a été exactement l'inverse. Voilà ce que j'en comprends. Non, mais c'est la suite logique de la position iranienne, Monsieur Z. Ils n'ont pas changé. Ils ne se sont pas écartés de leur position. Pas du tout. Depuis la dernière fois où les Pakistanais ont servi d'intermédiaires auprès des Américains, voilà le message que la délégation iranienne, qui s'est rendue à Islamabad plus tôt cette semaine, leur a transmis. Nous reviendrions à la diplomatie, mais les Américains doivent respecter les engagements qu'ils ont signés dans le protocole d'accord
et auquel Trump a opposé son veto. Donc, on revient toujours au même point. Chaque fois qu'il a une porte de sortie devant lui, il la fait exploser. Exactement. Tout le monde le sait, et les Chinois le savent aussi. Et pourtant, les Chinois insistent, comme Wang Yi l'a fait cette semaine au Kirghizistan. Ce qu'il a dit s'adressait en gros à tous les partenaires de l'OCS, mais aussi au monde entier. La position chinoise, c'est « revenez au protocole d'accord », parce que c'est la seule porte de sortie. Il n'y a pas de plan B. Pourtant, les Américains n'écoutent pas. L'administration Trump n'écoute pas. Et bien sûr, Trump lui-même n'écoute pas. Et on revient au mal, au macho des grandes déclarations et des menaces. Je vais vous bombarder jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et tout ça. Cela devient non seulement répétitif, mais plus personne n'y croit. Ça n'a aucun impact. D'accord, il peut manipuler les marchés pendant 24 heures. Et alors, il doit en rajouter dans les grandes déclarations. Et les Iraniens, ce qui est encore plus important, eux, ils sont prêts. Et en fait, encore une fois, comme ils jouent la montre, ils ont dit « D'accord, vous voulez nous bombarder? Très bien. Vous savez quelle sera notre réponse? Vous la connaissez. Elle sera bien pire que la dernière fois. Vous voulez prendre ce risque? Vous voulez encore davantage ruiner votre réputation? Et comme il n'a aucune stratégie, il devient de plus en plus fou. C'est une machine infernale, vraiment, une machine infernale. Et il n'y a pas d'issue. La seule façon pour lui d'en sortir, ce serait d'avoir devant lui une décision solide et rationnelle que quelqu'un devrait lui imposer. Et il n'y a personne dans son cercle rapproché qui soit capable de lui imposer cela, au regard des conséquences sur sa vie politique, sur ses proches, sur l'économie américaine, l'économie mondiale, le marché du pétrole, le marché obligataire, tout. Permettez-moi de donner une image un peu poétique de cette relation entre les Saoudiens et les Yéménites. Oui, imaginez les Saoudiens comme un gros type bedonnant dans un camp de naturistes, qui court partout nu et qui essaye sans cesse d'attraper le porc épic. Le porc épic, c'est le Yémen. Il n'y a aucune façon pour que le type nu s'en sorte bien avec le porc épic, d'accord? On apprend à le laisser tranquille. Et c'est ce que les Saoudiens doivent maintenant apprendre. Nous verrons s'ils l'ont appris. Mais voilà, vous savez, j'écrivais l'autre jour sur l'absurdité de voir les États-Unis essayer de proposer aux Saoudiens une centrale nucléaire. Parce qu'au cours des 30 dernières années, des 26 dernières années depuis l'an 2000, les États-Unis ont construit au total 2 centrales nucléaires. Et l'une d'elles a eu 30 ans de retard. Enfin, je veux dire, elle a été livrée avec 30 ans de retard et avec un budget largement dépassé. Pendant la même période, je crois que les Russes en ont construit quelque chose comme 60 et les Chinois peut-être encore davantage. Et l'accord selon lequel Trump, après que les Saoudiens ont soi-disant signé cet accord mutuel avec le secrétaire à l'énergie Chris Wright, a ensuite ajouté « Oui, ils doivent adhérer aux accords d'Abraham, sinon ils ne l'auront pas. » Alors je me dis, qu'est-ce qui cloche chez les Saoudiens? Ils peuvent se tourner vers les Russes ou les Chinois. Ils peuvent obtenir une centrale nucléaire en 5 ans, facilement, et elle arrivera prête à fonctionner. Elle viendra avec le combustible nucléaire. Ils n'auront pas à franchir d'autres obstacles. Ils n'auront pas à subir l'examen du Congrès. Donc je pense que c'est vraiment un moment crucial pour l'Arabie saoudite. Comprendre qui elle est, bon sang, et avec qui elle va réellement s'aligner. Parce que je pense qu'ils commencent à voir que s'aligner sur les États-Unis est une option coûteuse et dangereuse. Mais le problème, Larry, c'est que d'abord, ce ne sont pas des acteurs souverains. C'est le point le plus important, numéro 1. Numéro 2, ils cherchent constamment à se couvrir. Numéro 3, toutes les décisions sont centralisées
est prise par MBS. Et MBS lui aussi cherche toujours à se couvrir. Il est soumis à énormément de pression. Et il a peur des Américains. Donc quand on met tout ça ensemble, pas étonnant qu'ils soient comme des cafards hébétés, vous voyez. Et il sait que s'il perd sa volonté de faire et son pouvoir de faire sur l'Arabie saoudite, il y a plus de 100 tribus arabes prêtes à exploser dans toutes les directions. Elle ne reste unie que grâce à sa poigne de fer. La maison des Saouds n'est pas un régime monolithique. Bien au contraire, c'est un rassemblement de tribus en guerre. Si vous regardez simplement l'histoire de l'Arabie, ça a toujours été comme ça. Alors, quand ces tribus en guerre voient que le souverain n'est plus un souverain, qu'il n'est plus qu'une marionnette, là elles se disent « Waouh !» Alors on va avoir une explosion interne. Donc peut-être que c'est vers ça qu'on se dirige. Parce que les forces armées d'Ansar Allah au Yémen, le vrai Yémen, qui se trouve au nord-ouest, à l'ouest, presque jusqu'au sud, avant d'arriver à Aden, c'est ça, le vrai Yémen. Ils ne font qu'accélérer un processus de désintégration de l'Arabie saoudite, et ils sont les mieux placés pour le faire. Ils connaissent très très bien les Saoudiens. En fait, ils connaissent très très bien l'ensemble de la péninsule arabique. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va ensuite. En réalité, ils accélèrent un processus de désintégration. Eh bien, permettez-moi d'ajouter quelques points. C'est vu du point de vue de l'Iran, du Pakistan et des États-Unis. Trump appelle sans cesse Hassim Munir quand il se retrouve sans issue. Hassim Munir offre à Trump une occasion de se sortir de ce pétrin en disant « D'accord, très bien, l'Iran sera heureux de vous parler, mais pouvez-vous commencer à mettre en œuvre le protocole d'accord immédiatement ?» Mettre en œuvre le protocole. Oui, puis il recule. Et ce cycle s'est maintenant répété, disons 3 fois au cours de la dernière semaine. Et maintenant, tout le monde au Pakistan, y compris la Chine, je n'arrête pas de parler de la Chine, en est au point de dire « Bon, je pense qu'on a assez joué avec ce type, laissons-le subir un peu la pression. » C'est vraiment là qu'en sont les choses entre l'Iran, le Pakistan et la Chine concernant Trump. Donc, je ne serais pas surpris qu'il ne se passe rien au cours des 2 prochains jours. Enfin, à part peut-être que Trump continue de bombarder. Vous savez, il va continuer à bombarder. Et ce sera peut-être tout ce qu'il fera. Et l'Iran est prêt à riposter. Prêt à riposter. Très, très prêt. Oui, enfin, pour l'instant, on dirait que Trump a... Vous savez, ils ont reculé. Ils ont frappé pendant 13 jours d'affilée. Hier, le 14e jour, rien. Et l'Iran, de son côté, s'est aussi calmé. Enfin, il continuait de pilonner les bases au Koweït et à Bahreïn, et les États-Unis n'ont pas réellement répondu à ça. Donc, on est peut-être de retour à une pause et à une tentative de désescalade encore une fois, parce que c'est la seule porte de sortie pour Trump ici. Ils font face à d'énormes vents contraires économiques, à des catastrophes. Ils doivent rouvrir le détroit d'Ormuz. Et même s'ils rouvrent cette semaine, il faudra compter 4 à 6 mois avant de retrouver quoi que ce soit qu'on puisse qualifier de normal. Et si cela se produit, Larry et Pepe, si cela se produit, et le Pakistan et la Chine comptent là-dessus, l'Iran compte là-dessus, la carte géopolitique de cette région changera complètement, pour toujours. Oui, et ce sera un basculement tectonique. Nous sommes déjà en plein dedans. C'est déjà un processus en cours. Oui, jusqu'à il y a quelques mois, tout le monde pensait que la nouvelle carte de l'Eurasie commencerait à être profondément modifiée par le résultat de la guerre par procuration en Ukraine. Non, cela va se jouer en Asie occidentale. La recomposition et la possibilité d'une sécurité indivisible vont passer par un nouveau pacte de sécurité qui commencera en Asie occidentale. Ils en discutaient au Kirghizistan, bien sûr. Il n'y a pas de fuite.
parce que c'est ce qu'ils abordent autour de cette table très restreinte de l'OCS. Et bien sûr, il n'y a aucune fuite à ce sujet. Mais évidemment, c'est de cela qu'ils discutent, parce que c'est ce que veut l'OCS. Ils veulent l'indivisibilité de la sécurité pour tous les acteurs, y compris les États d'Asie centrale, qui se trouvent vraiment au milieu, au cœur même de l'Eurasie. Nous ne connaissons pas la position de l'Inde, parce que je n'ai pas vu le moindre mot venant d'Inde au sujet de la réunion de l'OCS. Mais c'est ce que veulent les principaux acteurs de l'OCS, la Russie, la Chine, le Pakistan et l'Iran. Et ils savent qu'ils s'orientent vers cette indivisibilité de la sécurité et vers ce nouveau pacte de sécurité à l'échelle de l'Eurasie. Ce train est déjà parti depuis un bon moment. Allez-y, je vous en prie. Et avec ça, Larry et Pepe, de mon point de vue, ce qui va se produire, c'est l'émergence de la Chine comme acteur dominant, comme puissance dominante à l'échelle du globe, particulièrement, vous savez, dans l'hémisphère sud, et l'émergence de l'Iran comme centre de pouvoir régional, et la disparition des bases américaines, et l'humiliation de M. Trump, et malheureusement, par conséquent, de l'Amérique. Enfin, ça va arriver, c'est un fait accompli. Il suffit d'attendre que cela se manifeste, je dirais, dans les 90 à 120 prochains jours. Peut-être plus longtemps, Monsieur Z. C'est un processus très long. Par exemple, ce processus d'unification de l'Eurasie a commencé dans les années 2000. Il s'est accéléré dans les années 2010 et il n'a vraiment pris de la vitesse que dans les années 2020. C'est un processus très long. Donc, comme je suis cela en détail depuis environ 25 ans, littéralement, je vois la consolidation de ce processus entre les années 2030 et jusque dans les années 2040. C'est un très, très long cycle historique. C'est un nouveau cycle historique. Et ces cycles prennent du temps pour se consolider. Et pour consolider cela, il faudra que les élites américaines admettent que leur présence en Eurasie va désormais être réduite au minimum. Pour elles, c'est une abomination, d'accord? C'est un tabou absolu. Et elles préfèrent choisir une sorte d'option Samson qui implique tout le monde, plutôt que d'admettre que le repas gratuit qui a commencé en 1945 est terminé dans le supercontinent qui compte vraiment. Donc là, c'est tout. Mackinder, Mann, Speakman, Brzezinski, toutes les pertes en même temps. C'est trop. C'est trop. Elles n'y sont pas préparées psychologiquement. Alors, voulez-vous conclure définitivement cette conversation que nous avons proposée comme une mise à jour urgente au vu de ce qui se passe dans le monde, Larry? Larry, allez-y. Oui, non. Je dirais simplement que nous essayons de faire comprendre à tout le monde que la situation reste très mouvante. Mais malgré les menaces belliqueuses et tonitruantes de Trump, on constate de plus en plus qu'ils doivent trouver une porte de sortie, une issue pour éviter la guerre totale, un retour à la guerre tel qu'on l'a vu pendant les 3 ou 4 premières semaines de mars. Et il semble que ce processus commence à se mettre en place. Mais nous continuerons à vous tenir informés ici sur Transition Protocol. Je serai de retour lundi après-midi avec M. Z, puis Pepper reviendra mardi après-midi, heure de la côte Est, et nous serons tous les 3 mercredi. Et nous espérons pouvoir vous annoncer la fin de cette tragédie. C'est pour cela que nous restons mobilisés, même si c'est le week-end, et que nous devrions nous reposer. Mais pas de repos pour les méchants. Alors j'imagine que nous ne nous sommes pas assez repentis. Merci beaucoup d'être un public qui nous soutient autant. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cliquez sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez recevoir ce brief directement dans votre boîte mail,
rendez-vous sur Substack et devenez membre payant pour une somme très modique de $5 par mois. Merci infiniment. Nous serons de retour lundi. Merci à tous. Very, very much. We will be back Monday. Everybody. Merci, au revoir. Au revoir.